Bonjour à tout le monde, merci de suivre cette web-série au sujet du décret tertiaire. Je suis Eric Schroeder, le délégué général de l'association ICO, et je vais vous présenter donc cet épisode. Donc, dans un premier temps et très vite, je vous ferai une présentation sommaire de l'association ICO. Ensuite, je passerai la main à Nicolas Desmar du bureau d'études Tribu Énergie, qui nous fera une synthèse réglementaire sur le dossier. Puis Théo Briand du bureau d'études Betso à Montpellier, qui nous expliquera comment bien accompagner le maître d'ouvrage. Et Marie Devitte du bureau d'études Vivien à Bordeaux, qui nous fera part de 2 retours d'expérience qu'ils ont au bureau d'études Vivien, un avec en marché public, l'autre en marché privé. Et puis, je reprendrai la main à la fin pour vous parler des prochains épisodes, puisque qui dit web série dit bien sûr plusieurs épisodes. Encore une fois, merci de tous couper vos micros et de poser vos questions quand vous en aurez. On fera une petite part questions-réponses à la fin de chaque moment, donc après synthèse réglementaire, après comment accompagner le maître d'ouvrage et après retour d'expérience. Et donc, on utilisera le chat pour ces questions-réponses. Donc, une présentation sommaire d'ICO. Donc, ICO est une association dont l'objectif est de promouvoir les techniques du confort en utilisant le vectoro, promouvoir la performance énergétique et créer un lien entre tous les maillons de la filière afin de susciter des échanges dans les domaines du chauffage, de la clim, de l'ECS, de la ventilation, de l'éclairage et du bâti, de la conception à la mise en œuvre et à la gestion et à la maintenance. C'est une association qui comporte 4 collèges, environ 120 membres, un collège bureau d'études qui est le plus important avec à peu près 60 membres sur les 120, mais aussi un collège industriel, un collège installation et services et un collège organismes et médias. C'est une association nationale qui est représentée régionalement dans quelques régions de France. Dans chaque région, c'est un peu menteur. Et les valeurs de l'association sont la convivialité, la collaboration, l'indépendance, la technique, la performance et l'innovation. On est agréé organisme de formation depuis 1996, on est Datadocké, bien sûr, et on est aussi reconnu par l'OPCO Atlas ex-FAFIEC. Dans les formations qui sont proposées actuellement, il y en a bientôt une sur la RE 2020, on est en train de la monter. Puis on a une action collective nationale du FAFIEC, enfin d'Atlas, qui s'appelle Réussir la rénovation énergétique, mais aussi une formation sur l'ACVE plus C-, une formation électricité pour les thermiciens et des formations BIM. Si vous voulez plus de renseignements sur toutes ces formations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet d'ICO. Nos actions, les JCE, donc Journée de confort et d'échange, certains d'entre vous y ont déjà assisté en région. Malheureusement, le Covid nous empêche aujourd'hui d'en faire. On a dû reporter celle de 2020 et on espère bien que d'ici fin 2021, d'autres JCE seront possibles. Des groupes de travail sur différents sujets qui sont là des réunions internes à ICO et qui permettent entre autres de de monter ce genre de webinaire. Et depuis peu, puisque vous êtes au premier épisode de la première web-série, des web-séries. Pour nous retrouver, il y a le site internet, donc association-ico.fr, mais on est aussi présent sur Twitter et sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre, en particulier sur LinkedIn, où nous annonçons tous les événements comme celui-ci d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la main à Nicolas Desmar, qui va donc nous présenter une synthèse réglementaire du décret. Donc, Nicolas, il faut que tu demandes… Voilà. Voilà. Effectivement, déjà pour commencer cette web série, on va commencer par faire une synthèse réglementaire du texte. Donc évidemment, ça va être une synthèse parce que pas énormément de temps vu tout le détail qu'il peut y avoir sur ce texte-là. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour que vous ayez les principaux éléments réglementaires et ensuite on verra avec mes co-intervenants des éléments plus proches du terrain et plus proches de ce que peut proposer un bureau d'études par rapport à ce texte. Donc, je veux juste commencer par récapituler un petit peu ce qui existe actuellement par rapport au décret tertiaire, ce qui a précédé le décret tertiaire.
c'est-à-dire notamment une réglementation thermique, donc RT existant, qui a une quinzaine d'années, et avoir conscience que cette RT existant actuellement, elle est là pour réglementer les travaux de rénovation thermique, mais n'oblige pas à réaliser des travaux. Donc c'est une des grandes différences avec le décret tertiaire qui va imposer à réaliser des travaux ou des actions d'économie d'énergie, même si le maître d'ouvrage ne souhaitait pas forcément en faire. Alors qu'actuellement, on avait seulement principalement une réglementation RT existant qui encadre la performance des travaux lorsqu'ils sont réalisés. Ça, c'est un des points importants. Une RT existant aussi qui se base sur un calcul conventionnel, donc sur une méthode de calcul sur des scénarios conventionnels qui sont théoriques, alors que le décret tertiaire va se baser sur les consommations réelles, donc les consommations issues des factures d'énergie. Donc il y aura vraiment une obligation de résultat de réelle diminution des consommations, alors que dans les RT existants, on restait sur une méthode de calcul théorique. Ça, c'est des points importants de voir ces différences entre la RT actuelle et le décret tertiaire. Et aussi, ce qu'apporte le décret tertiaire, c'est qu'on raisonne maintenant en énergie finale, contrairement à la RT existant où on raisonnait en énergie primaire. Donc ça apporte des différences que je n'ai pas trop le temps de détailler ici, mais par rapport aux différentes sources d'énergie qui vont être plus ou moins valorisables dans le cadre de ces textes. Après rappeler qu'on a aussi le DPE, qui est là aussi principalement une réglementation à titre informatif sur performance énergétique du bâtiment, donc qui va continuer à coexister avec le décret tertiaire, comme c'est le cas pour les RT existants d'ailleurs. Et donc le décret tertiaire qui arrive maintenant, donc qui arrive, les textes, comme on va le voir après, sont en cours de parution, et avec une première grande échéance sur l'obligation de réduction des consommations à 2030. Donc voilà, donc parler ensuite, alors je reviens juste en arrière. Une petite latente là au niveau du passage des diapos, normalement ça devrait revenir. Est-ce que Eric, éventuellement, tu as la main peut-être pour revenir en arrière, parce que ça ne fonctionne pas chez moi. Bon, une petite latence, mais je vais avancer avant que ça revienne sur le diapo qu'il faut. Donc, dire qu'au niveau des textes réglementaires, le décret tertiaire se base sur la loi Elan, donc, qui est parue en 2018. Donc, c'est la loi qui va encadrer ce texte. Et cette loi Elan a été complétée donc, par le décret paru en 2019, donc, qui a fixé les grandes obligations du décret tertiaire. Et ce décret est complété par des arrêtés d'application. On a eu un premier arrêté le 10 avril 2020, qui est l'arrêté qu'on appelle méthode, qui est venu encadrer un petit peu tous les dispositifs techniques du décret, et des arrêtés qui sont assez attendus en ce moment, là, en cette période, qui sont les arrêtés valeur absolue, qui, comme on va le voir après, vont fixer l'un des deux types d'objectifs qu'on va pouvoir viser avec le décret tertiaire, qui est l'objectif d'atteindre une valeur absolue. Donc là, pour l'instant, sur ces arrêtés, on a un premier arrêté valeur absolue qui est paru le 24 novembre 2020, enfin qui date de cette date-là, mais qui a été publié en janvier. Et on verra après que sur cette question des valeurs absolues, donc des seuils qu'on peut atteindre dans le cadre du décret tertiaire, pour l'instant, on a connaissance que d'une partie des usages, quelques usages en bureau, en enseignement, en logistique, mais il y a une grande partie des usages tertiaires. On est encore en attente de ces seuils en valeur absolue. Donc là, c'est une des grandes questions actuelles où on est vraiment en attente de la complétude de ces arrêtés pour avoir l'ensemble du dispositif réglementaire sur le décret tertiaire. Savoir aussi, je vais la présenter un peu plus en détail après, mais que tout ce décret tertiaire va être centralisé sur une base qu'on appelle Opéra ou Opérate, donc qui est gérée par l'ADEME.
Donc, cette base de données est intéressante parce que il y a une FAQ qui est présente. Donc, c'est une source d'information très intéressante où il y a des questions-réponses sur des éléments vraiment particuliers. Et c'est aussi la base qui va centraliser le transfert des informations des maîtres d'ouvrage vers les services de l'État qui vont encadrer ce texte et également contrôler éventuellement les factures, les consommations et l'application du texte. Donc après, parler un petit peu des usages. Donc, on est sur le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, on est sur du tertiaire vraiment au sens large. Donc, par rapport à ce qu'on avait à l'ART actuellement, on est sur un tertiaire qui était un peu plus limité, alors que là, le décret tertiaire, on va vraiment être sur des usages tertiaires très, très largement. Donc, j'essaie de passer à la diapo suivante, mais ça ne passe pas, donc j'avance, voilà. Donc, de dire qu'on est vraiment sur ce qui va être locaux professionnels, commerce, établissements d'enseignement, établissements de santé, etc. Et ça ne va pas rester sur les bureaux, l'enseignement, etc. Quelques exceptions, donc les constructions provisoires, les lieux de culte et les bâtiments de défense et les bâtiments de sécurité civile ou de sécurité intérieure. Mais c'est à peu près les seules exceptions d'usage tertiaire. Donc, on a cet usage tertiaire, on a le fait que ces bâtiments, seuls les bâtiments existants au 24 novembre 2018 sont soumis, donc en service à cette date, c'est-à-dire que tous les bâtiments en service après cette date ne seront pas soumis au décret tertiaire. Mais donc, cette date veut dire qu'on a des bâtiments relativement récents, soumis par exemple à la RT 2012, mais voire plus, même des bâtiments neufs, il y a quelques années labellisés, qui peuvent être soumis. Donc, on peut avoir des bâtiments qui sont déjà très performants, qui sont soumis. Après, on a une autre notion intéressante dans le décret tertiaire, c'est la surface dans laquelle le décret est applicable. Et cette surface est fixée à 1000 m² de surface de plancher. Donc, les petits tertiaires ne sont pas soumis, donc en dessous de 1000 m². Donc, quelques précisions là-dessus. Quand on parle de cette surface de 1000 m², on a le cas simple, un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m² de surface de plancher est clairement soumis. Ensuite, on a des bâtiments qui peuvent être mixtes, donc avec des usages, par exemple, logement et tertiaire, même si on a des usages tertiaires morcelés dans ce bâtiment, par exemple une copropriété avec plusieurs locaux tertiaires de moins de 1000 m² et des locaux de logement, tant qu'on a plus de 1000 m² de tertiaire, les locaux tertiaires du bâtiment sont soumis. Et ensuite, on a la dernière notion, qui est la notion d'unité foncière ou d'ensemble immobilier. C'est-à-dire que dès lors que sur une même unité foncière, on a plus de 1000 m² de tertiaire, ces bâtiments, ces locaux sont soumis. Et on définit une unité foncière par le fait qu'on a au moins un point d'approvisionnement de l'énergie commun à ces locaux-là. Donc, avoir conscience que le décret tertiaire, en fait, il y a deux grandes obligations. En gros, une obligation de communiquer les informations. Donc, comme on va le voir, ça va être transmettre déjà les informations sur les bâtiments assujettis sur la plateforme Opera et transmettre les données de consommation de ces bâtiments assujettis. Donc ça, cette obligation de transmission, elle va se faire tous les ans. Donc, tous les ans, à partir de cette année, il va y avoir obligation de transmettre sur Opera les consommations réelles d'énergie, issues des compteurs d'énergie, au service de l'État. Et deuxième obligation, c'est atteindre des objectifs décennaux, donc fixés pour l'année 2030, 2040, 2050, et donc que je vais détailler après. Donc on a deux options pour respecter les objectifs du décret tertiaire. Une première option, c'est ce qu'on va appeler respecter un objectif en valeur relative, un C-relate qui est noté comme ça, des consommations relatives, un seuil de consommation relative 2030, 2040, 2050, fixé à moins 40% de consommation pour 2030, moins 50% pour 2040, moins 60% pour 2050. Donc, par rapport à quelle consommation? Par rapport à une consommation de référence, notée CREF, donc notée en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré par an. Et cette consommation zéro, donc de référence, on a le droit de la prendre entre 2010 et 2019. Donc l'intérêt de ça,
c'est pour les maîtres d'ouvrage qui ont déjà réalisé des actions ou des travaux depuis 2010, il pourrait y avoir un travail qui va être réalisé pour choisir la meilleure année de référence pour éventuellement valoriser des actions déjà euh, entreprises depuis 2010. Ça, c'est le premier objectif. Et on a le choix de partir sur un deuxième objectif qui peut être un objectif en valeur seuil, donc en valeur absolue. Donc, je pense que la diapo va bientôt arriver. Donc, quel est l'intérêt de faire ça en valeur relative ou en valeur absolue? Ici, là, comme vous le voyez encore, la valeur relative, moins 40% en 2030, ça va être intéressant et sûrement plus facile pour des bâtiments qui sont pas très performants, donc sur lesquels on a une bonne marge de manœuvre pour atteindre les moins 40% de consommation. Par contre, si on a un bâtiment qui est performant, on va plutôt aller viser un objectif en valeur absolue, donc qui va être un seuil fixé en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré par an. Donc, je suis désolé, j'aimerais vous afficher la suite, mais voilà, ça a mis un peu de temps à passer. Et donc, ce seuil, c'est le CAPS, donc en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré par an. Et en fait, c'est lui qui fait l'objet des arrêtés valeur absolue. Et donc, c'est un seuil qui est fixé par type d'usage tertiaire et qui est différent pour chaque type d'usage tertiaire. Donc, dire que ce seuil, il dépend de deux principaux indicateurs. L'indicateur CVC, donc pour chauffage, ventilation, climatisation, donc c'est les usages liés à ces consommations-là, et l'indicateur use, donc c'est les usages spécifiques, donc qui vont être l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et tous les autres usages immobiliers qui peuvent être par exemple la bureautique pour des bureaux. Ça, c'est relativement nouveau dans le cadre réglementaire dans l'existant, puisque l'ART existant actuel se limitait à 5 usages, et donc tout ce qui était usage immobilier n'était pas pris en compte. Il faut avoir conscience que le décret tertiaire, il se joue sur tous les usages énergétiques. Donc là, je passe rapidement, mais pour se donner l'idée, c'est les tableaux qui vont paraître, enfin, qui vont commencer à apparaître dans les arrêtés valeur absolue. Et donc ça, c'est l'un des seuils qu'on connaît déjà pour les bureaux standards, puisque dans chaque usage, par exemple bureau, on va devoir déterminer des sous-usages. Donc est-ce que les bureaux sont standards cloisonnés, est-ce que c'est en open space, etc. Ça va changer les objectifs qu'on va avoir atteints, parce que c'est des espaces qui ne vont pas consommer de la même manière. Donc là, pour un bureau standard, par exemple, on voit qu'on a une partie du seuil en valeur absolue qui est liée à la composante CVC et qui va être modulée en gros à 50 kWh d'énergie finale par mètre carré par an, mais modulée par rapport à la zone climatique. Donc voilà. Et après, on a la composante use, donc sur les usages spécifiques, qui est fixée à 50 pour ces usages-là. Et donc, le point intéressant sur ce décret tertiaire, c'est qu'on a une notion d'indicateurs d'intensité d'usage qui vont nous permettre de moduler les objectifs qu'on a à atteindre par rapport à certaines caractéristiques du bâtiment et des locaux. Donc là, dans ce cadre-là, pour les bureaux, par exemple, ces indicateurs d'intensité d'usage, ça va être le nombre d'heures ouvrées, les nombres de mètres carrés par poste de travail, donc la densité d'occupation, et le taux d'occupation. En fonction de ces paramètres-là, ça pourra être intéressant de les récolter, en tout cas si on vise un seuil en valeur absolue, et on pourra moduler les consommations qu'on va viser. Donc, ça va être l'une des étapes importantes de la récolte de données et de l'élaboration d'un plan d'action dont on va parler un peu plus tard. Donc, juste dire que, comme je vous l'ai dit, pour les bureaux, on a une partie des seuils qui sont connus, mais on a des sous-usages bureaux, par exemple tout ce qui va être locaux d'archives, salles de réunion, etc. Les seuils ne sont pas encore fixés. Donc déjà, le premier arrêté valeur absolue a fixé une partie des seuils, mais pas tous pour les bureaux. Il a fixé les seuils pour l'usage enseignement. Il a fixé les seuils pour la logistique. Et par contre, on a énormément d'autres usages dont on n'a pas encore idée des seuils, et c'est l'idée du prochain arrêté qui doit paraître prochainement. Donc voilà.
Donc un prochain arrêté, une fois qu'on aura tous ces arrêtés, là on sera au clair sur la valeur relative, on a vu, on connaît les objectifs. La valeur absolue, on attend le prochain arrêté pour pouvoir connaître tous les objectifs et pouvoir choisir entre l'un et l'autre de la meilleure façon possible. Donc, comme je l'ai dit, ces objectifs pourront être modulés en fonction donc, des indicateurs d'intensité d'usage. Donc, c'est ce qu'on appelle le volume d'activité. Ça, cette modulation, il va falloir récolter les indicateurs d'intensité d'usage et ils seront à renseigner directement sur Opera. Donc, c'est une modulation qui va se faire, qui est gérée automatiquement par la plateforme. Et après, on a d'autres modulations possibles des objectifs en cas de contraintes particulières, d'ordre technique, architectural ou patrimonial. Par exemple, si un bâtiment a une façade classée, bien sûr, ça pourrait être contraignant d'isoler par l'extérieur et donc on pourra se dire peut-être qu'on ne pourra pas atteindre facilement certains objectifs. Donc, on pourra être modulé par rapport à ça. Par rapport à un coût global trop important aussi, donc il y a des seuils en coût global qui sont fixés. Et donc, si le programme de travaux nécessaire à l'atteinte des valeurs cibles est trop onéreux par rapport à ces seuils, alors on pourra déroger en tout cas à une partie du programme de travaux pour atteindre les objectifs. Et en fait, ces deux modulations-là, techniques, architecturales, patrimoniales et économiques, elles vont, pour être obtenues, devoir faire l'objet de ce qu'on appelle un dossier technique. Donc, je pense que mon co-animateur d'après vous en parlera un petit peu. Et le dossier technique, c'est une sorte d'audit énergétique conforme au décret tertiaire, donc qui va permettre notamment de pouvoir justifier ce type de modulation et d'avoir un programme de travaux et des objectifs adaptés à la complexité du bâtiment, puisque dans le bâtiment existant, forcément, on a toutes ces complexités-là qui existent. Rappelez, donc je l'ai déjà dit, mais on a cette plateforme Opera qui est gérée par l'ADEME, donc qui va permettre de centraliser toutes ces données. Donc avec la première chose, normalement cette année, à l'horizon septembre, il y a une obligation déjà de transmettre les informations sur le patrimoine soumis dans le cadre du décret tertiaire. Donc le type d'activité des bâtiments, les surfaces de locaux, et de renseigner les consommations de l'année 2020. Et on a un an de plus pour se poser la question sur la consommation de référence, comme on va le voir sur la diapositive d'après, pour faire une petite synthèse, si elle veut bien passer. Voilà. Donc les échéances, c'est vraiment le 30 septembre 2021, déjà déclarer son patrimoine, ses consommations de l'année 2020. Comme on évidemment commencé à travailler sur la question de la consommation de l'année de référence, mais qui sera obligatoire à déclarer d'ici 2022. Qu'après, avoir conscience que si on veut prétendre aux modulations, on aura jusqu'à 2025 pour le faire, pour faire un dossier technique. Donc ça, je pense qu'on va aborder un petit peu par la suite de la présentation. Et le premier objectif en termes de réduction des consommations, c'est 2030. Voilà pour faire un état des lieux du calendrier. Donc, pour terminer, je vais lire un petit peu. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc je vais essayer d'en répondre à un maximum et vous me direz s'il faut passer à la suite ensuite. Donc, il y a une question, faut-il répondre aux deux objectifs à la fois ou bien au moins à l'un des deux? Donc, il faut répondre à l'un des deux objectifs. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif en valeur relative, il est plutôt là pour les bâtiments qui ne sont pas très performants, donc à moins 40% sur les consommations en 2030. Si c'est un bâtiment où on parle de loin qui n'est vraiment pas très performant, ça sera relativement facile à atteindre, entre guillemets. Par contre, l'objectif en valeur absolue, il est là pour des bâtiments qui seraient déjà performants, type bâtiment RT 2012 par exemple, où normalement il n'y aura pas grand-chose à faire pour atteindre cet objectif en valeur absolue. Donc on choisit entre les deux, mais ce choix, on n'a pas à le matérialiser sur la plateforme, il faut juste que les consommations renseignées en 2030 respectent l'un des deux objectifs. Donc après, il y a cela rappelle vaguement le décret obligation d'isolation. Donc c'est vrai que ce décret, je pense qu'on le connaît, il y a pas mal de gens qui le connaissent, l'obligation d'isolation en cas de travaux de ravalement ou de réfection de toiture. Et c'est vrai qu'il concrètement n'est pas très appliqué sur le terrain. Donc là, et puis dans le sondage, on a bien vu que vous êtes 20% à penser que le décret ne sera peut-être pas appliqué. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus sur l'application du décret.
On verra dans les années à venir qui joue le jeu et dans quel ordre de grandeur. Donc quand on est en consommation relative, a priori, les modulations, il peut y avoir des modulations quand on est sur les consommations relatives. Donc ça va être les modulations techniques, architecturales, patrimoniales et en termes de coûts d'investissement qui pourront s'appliquer aussi. Coût global disproportionné, vous avez dans l'arrêté des seuils en coût global qui sont parus donc pour différents types de travaux, travaux d'isolation ou travaux sur les systèmes ou travaux sur la GTB. Vous avez des temps de retour sur investissement qui sont fixés par l'arrêté. Et donc, si un programme de travaux a un temps de retour sur un investissement supérieur à ces seuils-là, vous pourrez moduler vos objectifs en fonction des conclusions du dossier technique. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour répondre à quelques questions. Il y en a deux qui sont très précises. Ouais. Il y a celle sur les centres aquatiques. Donc, les centres aquatiques ne sont pas soumis à l'ART. Font-ils également partie des exceptions pour le décret tertiaire ou des seuils adaptés à ces équipements seront-ils définis? A priori, un centre aquatique, c'est clairement un usage tertiaire, hein, puisqu'on n'est ni dans le primaire, c'est en complémentarité avec le primaire, le secondaire et le logement. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas soumis au décret tertiaire. Il faudra voir dans les arrêtés dans quelle catégorie d'usage ils vont se situer. Ensuite, il y a M. Buissins qui nous demande pour un site industriel ayant divers bâtiments, production à bureau logistique avec des zones de production, quelles surfaces sont-elles à prendre en compte? Du coup, tout ce qui est purement industriel n'est pas à prendre en compte et tout ce qui est assimilé à du tertiaire est à prendre en compte. Je pense qu'on va peut-être enchaîner là parce que je pense qu'on déborde pas mal. Enfin, si ça vous convient. Ok, on va donner la main à Théo, donc, qui va nous parler de l'accompagnement du maître d'ouvrage. Théo, il faut que tu demandes. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ok, donc Nicolas nous a présenté les différentes obligations et modalités de calcul liées au décret tertiaire. On commence à bien cerner tout ce que ça implique, même si on voit que c'est pas forcément très simple. Et maintenant, on a voulu faire pour ce premier webinaire un petit focus sur le rôle que vont pouvoir prendre les bureaux d'études thermiques, les bureaux d'études fluides, et surtout sur l'accompagnement qu'ils vont pouvoir proposer dans le processus décret tertiaire. Donc pour commencer rapidement, alors les diapos sont très lentes à passer. On va anticiper. Pour commencer rapidement, je voulais juste revenir sur la définition des assujettis dont Nicolas nous a parlé. Il a déjà donné quelques exemples. Et ce qu'on voit, c'est que d'une part, le spectre des bâtiments tertiaires est très très large, mais que d'autre part, le spectre des obligés l'est également. En fait, dans les obligés, on va retrouver aussi bien des grosses collectivités territoriales que des toutes petites communes. On va retrouver aussi bien des grands propriétaires avec un très gros patrimoine à l'échelle de la France ou d'une région, que des petits propriétaires dont la surface pourrait faire moins de 1000 m², mais qui, du fait de leur emplacement dans un immeuble tertiaire, se retrouvent assujettis. Donc tout ça pour dire en fait que, évidemment, selon le type d'assujetti, la réponse au sujet décret tertiaire au sens large, on va dire, elle ne sera pas la même aussi bien pour les bureaux d'études que pour tous les autres acteurs qui interviendraient sur ce sujet-là. Donc l'idée à faire, encore une fois, une petite commune, un copropriétaire de bureau ou un ensemble de cliniques, je ne sais pas, les réponses ne seront pas les mêmes. Donc voilà, surtout insister sur le fait qu'il n'y aura pas un modèle de réponse au décret tertiaire, mais que bien évidemment, il y aura des modèles avec à chaque fois plus ou moins d'acteurs dans la boucle. C'est vrai qu'il y a d'abord un gros effort de communication et d'information à faire sur ce décret. C'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, ce décret, on peut aussi le lier avec le décret BAC, dont pas beaucoup plus de monde n'est au courant et qui, toujours pour les bâtiments tertiaires, impose aux installations de plus de 290 kW d'avoir un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc pour en revenir, pour entrer dans le vif du sujet là, et pour en revenir au rôle des bureaux d'études dans tout ça,
Donc, on a dit que selon la taille de la structure et de ses compétences en interne, chaque obligé va évidemment avoir sa propre stratégie. Mais si on considère l'ensemble des cas possibles, dans la chronologie et dans les étapes liées au décret tertiaire, on va retrouver quand même un certain nombre de missions sur lesquelles les bureaux d'études vont pouvoir intervenir. Alors là, ce n'est pas l'idéal parce que j'avais mis des animations et c'est un peu long à la détente. Mais la première, en tout cas, ce serait en fonction des compétences internes des maîtres d'ouvrage et de leur capacité à le faire ou non, ce serait être accompagnant dans la définition d'un schéma directeur ou d'une stratégie liée au décret tertiaire. Donc, voir quels bâtiments sont concernés, comment récupérer les consommations, comment valoriser la démarche et quelle organisation mettre en place, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première mission. En parallèle de ça, un point sur lequel je voulais insister également, parce que dans certains cas où les responsabilités vont être partagées entre les locataires, les propriétaires, il va également y avoir un vrai travail d'explication, de discussion, voire même un volet juridique entre ces différents acteurs, locataires, propriétaires, pour savoir qui doit quoi, qui fait quoi. Donc, sur cet aspect-là, je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu un casse-tête pour tout le monde et il risque d'y avoir besoin d'une certaine médiation pour laquelle ce ne sera pas forcément le travail des bureaux d'études, je pense. Ensuite, pour passer à la suite, les bureaux d'études vont pouvoir aider également les assujettis à définir leur situation de référence, donc que ce soit pour la récolte des données ou pour le choix de l'année de référence en elle-même, puisque, comme l'a dit Nicolas, on peut remonter jusqu'à 2010 et considérer une année glissante. Donc, il y a un certain intérêt, si on veut se faciliter la tâche dans l'atteinte des résultats, à bien choisir son année de référence. Donc là, ça va être aller chercher les consommations là où elles sont, sur les factures, sur le suivi d'énergie s'il existe, ou encore aller chercher les chercher chez les fournisseurs ou distributeurs qui, sauf erreur de ma part, doivent à minima avoir les 3 ou les 5 dernières années. Donc ensuite, le bureau d'études peut commencer à mettre en place avec les assujettis un suivi d'énergie, un SME, système de management de l'énergie. Alors, sans parler forcément de plateformes de données qui remontent automatiquement, ça peut tout à fait commencer par un simple tableau Excel, mais qui permettra de suivre au cours du temps l'évolution des consommations. Après, on passe sur 2 missions qui sont liées quelque part et sur lesquelles les BE vont avoir une vraie plus-value. C'est la partie diagnostic, audit des installations existantes. Donc, diagnostic, audit des installations existantes d'abord. Et puis, ces audits diagnostiques qui découlent sur des plans d'action chiffrés permettant de réaliser un programme de travaux et en fonction de la situation de référence aussi, de prioriser les actions. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ça va dépendre de chaque situation. Mais les bureaux d'études pourront ensuite proposer des missions de maîtrise d'œuvre, accompagner les clients dans les financements possibles pour effectuer leurs travaux. Et puis, bien sûr, suivre les installations pendant la phase d'exploitation. J'ai également oublié d'en parler, mais comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il pouvait y avoir d'éventuelles modulations avec un dossier justificatif à donner. Donc, typiquement, là, le bureau d'études rentre complètement dans la case des prestataires pouvant établir ce dossier technique de modulation. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur toute cette chaîne, bon, ça ne passe pas très bien, mais sur toute cette chaîne décret tertiaire, en fait, on voit que les bureaux d'études, ils vont pouvoir proposer non seulement, enfin, ils vont pouvoir intervenir sur toutes les missions quasiment du décret tertiaire, mais en plus de ça, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir proposer un accompagnement complet aux différents obligés, de la stratégie jusqu'à la phase d'exploitation, en passant par la phase diag, plan d'action et bien sûr travaux. Donc maintenant, les maîtres d'ouvrage, les assujettis voient un peu les missions que peut faire le bureau d'études, mais la question qui vient logiquement ensuite, c'est dans toutes ces missions possibles, pourquoi un obligé va avoir intérêt à faire appel à un bureau d'études plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'on voit avec le décret tertiaire,
c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent et se présentent comme accompagnateurs des craies tertiaires, experts des craies tertiaires. Et quelque part, ça amène, et je me mets à la place des assujettis, une certaine confusion de qui fait réellement quoi en fait. Quelle est la vraie valeur de tous ces acteurs? Quelles sont les compétences réelles de chacun? Et on voit même des choses apparaître un peu, enfin, des choses un peu bizarres apparaître du style décret tertiaire, votre devis en 24 heures. Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas se faire avoir par les beaux discours ou les belles plaquettes commerciales, mais plutôt avoir vraiment conscience des compétences et du savoir et savoir de quoi les gens sont vraiment capables quand on les sollicite. Donc, pour en revenir tout à l'heure, Nicolas a parlé des DPE, etc. L'idée, c'est vraiment d'éviter quelque part la dérive et l'abattage qu'il y a pu y avoir avec les DPE, avec des diagnostics un peu déjà tout faits, où il n'y a plus qu'à cocher des cases et sans véritable vision ni réflexion technique globale, on va dire. Donc, je pense qu'il faut bien que les maîtres d'ouvrage et les assujettis en soient conscients s'ils veulent s'inscrire dans la démarche et éviter les audits au rabais ou les plans d'action non aboutis. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'ils soient vigilants. Voilà, pour eux, c'est vrai que ce décret tertiaire, c'est vraiment une occasion de structurer leur démarche énergie. Alors après, peut-être, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il y en aura pour qui l'intérêt premier sera d'en faire le moins possible et éventuellement d'aller chercher les prestataires les moins chers. Mais en tout cas, ce n'est pas garanti que derrière, le résultat soit au rendez-vous. Donc, pour en revenir aux audits dont je parlais, type DPE, c'est vrai que c'est simple, nous, en tant que bureau d'études, quand on récupère certains dossiers sur lesquels il y a eu des audits réglementaires ou des diags un peu ce style plan d'action en recette, c'est vrai que derrière, quand on creuse un peu le sujet, on est rapidement confronté à des incohérences ou à des solutions qui ne vont pas ou qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, la vraie plus-value des bureaux d'études, elle est là. Leur premier avantage, comme vous pouvez le voir sur la diapo, c'est vraiment leur savoir-faire, les compétences qu'ils vont pouvoir vous proposer en génie climatique, en plomberie, en électricité, en énergie au sens large et parfois même en structure. Donc voilà, j'insiste là-dessus, le savoir-faire des bureaux d'études, leur savoir-faire reconnu. Ensuite, leur force, et ça c'est important, même si vous remarquerez que vu mon jeune âge, j'en ai pas beaucoup, c'est vraiment l'expérience, le retour terrain des bureaux d'études, de ceux qui marchent, de ceux qui ne marchent pas. Alors oui, la théorie que certains autres acteurs vont pouvoir amener, c'est bien, mais surtout dans le monde du bâtiment, je m'en rends compte d'autant plus parce que je suis quand même assez jeune, c'est que l'expérience, c'est souvent bien mieux. Et ça, c'est clairement la force des bureaux d'études. Leur place également dans l'écosystème bâtiment avec le réseau qu'ils vont pouvoir avoir. C'est vrai que les bureaux d'études, on est amené à travailler très régulièrement avec les entreprises, avec les exploitants. Donc, on peut vous accompagner dans les travaux de rénovation et on est vraiment au cœur des problématiques actuelles du bâtiment et on sait comment y répondre. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur la partie plan d'action, c'est vrai que le bureau d'études semble quasiment incontournable parce que, comme je le disais, il va être capable de vous donner des plans d'action chiffrés et surtout vous dire comment les mettre en œuvre, avec quel matériel, de quelle façon et qu'est-ce qui est techniquement réalisable. En fait, parce que bien souvent, on a des maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, j'ai un audit sous les mains, mais je ne sais pas combien ça va me coûter, je ne sais pas comment le mettre en œuvre. Et c'est ce genre de problème qu'on peut éviter en faisant appel à des bureaux d'études qui vont avoir cette analyse poussée. Et enfin, le dernier point, je dirais que c'est l'adaptation. Alors là, le symbole, ce n'est pas pour dire qu'on part dans tous les sens, mais plutôt qu'on sait s'adapter en fait en fonction des contraintes, tout en gardant un certain cap. En fait, les bureaux d'études, par la diversité des sujets qu'ils traitent dans leur mission au quotidien, ils ont une parfaite connaissance de ce qui se fait dans les différents types de bâtiments, pardon. Donc que ce soit du bureau, de l'enseignement, de la santé ou même du culturel, et avec à chaque fois les contraintes associées et les solutions correspondantes. Donc c'est sûr que les bureaux d'études, peut-être au contraire de certains autres acteurs,
ils vont pouvoir venir piocher un peu partout dans leur expérience et s'adapter également au profil des différents assujettis, que ce soit des petites ou des grandes entités. Donc pour conclure sur ce slide, voilà, les bureaux d'études peuvent vous proposer à la fois un accompagnement complet tout au long de la chaîne du décret tertiaire, en ayant une vision globale, cohérente et surtout technique grâce à leur expérience forte dans le domaine du bâtiment. Et ça, c'est sûr que c'est pour les assujettis, c'est vraiment un gage de qualité. Donc là, si on suit un peu la présentation, à ce stade-là, l'assujetti, il dit OK, peut-être il est convaincu par l'importance et le rôle du bureau d'études, mais il se dit OK, je vous fais confiance, mais quand même jusqu'à un certain point. Et il va se dire comment, si je fais appel à vous, si je fais appel à des bureaux d'études, vous me garantissez qu'en 2030, donc à la première échéance, je sois au rendez-vous de mes objectifs. Et en fait, le gros sujet, il est là, c'est comment on va pouvoir garantir aux clients la performance de ces installations et le fait qu'en 2030, en 2040 ou en 2050, il va pouvoir justifier ces économies d'énergie. Parce que c'est vrai qu'on le voit même en bâtiment neuf, en fait, un bâtiment, il a ses valeurs de construction théoriques, mais en réalité, on le sait très bien, il va consommer beaucoup plus. Et ça, c'est la faute de qui? Les responsabilités sont très compliquées à établir. Ça peut être la faute du bureau d'études qui a mal fait sa conception ou qui n'a pas pris les bonnes hypothèses. Ça peut aussi très bien être l'entreprise qui a bâclé les travaux, l'exploitant qui conduit mal son installation ou même encore l'usager qui, je ne sais pas moi, abuse un peu sur le chauffage. Donc, c'est très compliqué d'établir des responsabilités. Donc, l'idée, en fait, ça va être que tous ces acteurs, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises et même les usagers arrivent à travailler ensemble, qu'on essaie de décloisonner en fait les prestations de chacun pour tendre vers des solutions, vers des contrats où il y a une certaine continuité des acteurs et une certaine synergie entre tous ces acteurs. Parce que c'est vrai que comment vous voulez qu'un exploitant puisse garantir une performance s'il n'a pas son avis à donner sur la conception, enfin sur les plans d'action ou sur les travaux qui vont être mis en œuvre. Et inversement, ça semble impossible pour un bureau d'études de dire « Ok, je vous garantis la performance » si derrière, il n'a pas quelque part le suivi de la phase d'exploitation. Donc, il existe d'ores et déjà des réponses, des modèles qui sont adaptés, type les CPE ou MGP, marchés globaux de performance, et pour lesquels les exploitants portent des engagements énergétiques dans la durée. Donc, c'est des contrats de résultats qui vont peut-être, je ne sais pas, avoir tendance à se généraliser, mais qui en tout cas sont très intéressants pour sécuriser et pour atteindre les performances souhaitées, on va dire. Donc, quoi qu'il en soit, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les bureaux d'études, ils pourront garantir aux clients, enfin à l'assujetti, la performance qu'à une seule condition, c'est d'avoir à la fois la mission, on va dire, diagnostic, plan d'action, le suivi de travaux et un peu de commissionnement, et bien sûr le suivi d'exploitation derrière pendant X années, donc éventuellement jusqu'à la première échéance. Donc voilà, je le répète, il n'y aura pas de solution toute prête au décret tertiaire. En fait, selon le type de maître d'ouvrage, on a vu que ça pouvait varier. Mais en tout cas, les bureaux d'études, ils pourront se positionner un peu comme des chefs d'orchestre quelque part de ce sujet décret tertiaire, en étant des accompagnateurs de confiance pour les assujettis d'un côté et des partenaires pour l'ensemble des autres entités. Donc, j'ai parlé des exploitants, des entreprises, mais ça peut aussi être des intégrateurs, des spécialistes du monitoring ou encore des gestionnaires. Mais quoi qu'il en soit, malgré le nombre d'acteurs qui se positionnent sur le décret tertiaire, c'est vrai que pour la partie diagnostic, plan d'action et maîtrise d'œuvre, si vous voulez, et là c'est vrai que j'ai beaucoup parlé aux maîtres d'ouvrage qui sont là, si vous voulez garantir une certaine qualité, c'est vrai que les bureaux d'études paraissent quasi incontournables. À ce sujet, Théo, avant de prendre 2-3 questions, je voulais vous signaler qu'une liste des bureaux d'études d'ICO spécialistes décret tertiaire est disponible sur demande. Il suffit d'en faire la demande sur notre site internet et je vous l'enverrai par mail. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc avant de passer la parole à Marie qui va sûrement vous
parler de la chose la plus intéressante qui sont les retours d'expérience. Je vais essayer de voir s'il y a eu des questions dans tout ce temps. Donc, je vais les prendre une par une. Alors, peut-être qu'on va commencer par la première de Jean-Pascal Roche, qui est le président d'ICO. Bonjour, une commune ayant quelques écoles de moins de 1000 m² est-elle soumise au décret si le cumul des surfaces est supérieur à 1000 m²? Alors, Nicolas confirmera, mais si les écoles ne sont pas à la même adresse, si c'est sur des sites différents, elles ne seront pas soumises au décret tertiaire. Par contre, si sur un même site, on a des bâtiments de moins de 1000 m², mais qui sont sur le même site, donc qui font partie de la même entité, l'ensemble sera assujetti au décret tertiaire. Dans le même genre, le décret s'applique aux bâtiments quantifiés, aux bâtiments ou entités foncières de plus de 1000 m². Est-ce que plusieurs bâtiments séparés par des voies publiques d'un même propriétaire sont à prendre en compte? Alors là, Nicolas peut-être pourra m'aider sur cette question. Si les bâtiments, encore une fois, on en revient à la notion de bâtiment et de site. Si c'est sur un même site séparé par une seule rue, je pense qu'ils seront assujettis. Après, si c'est 2 km plus loin, non, c'est des bâtiments Ouais. En à fait, considérer c'est séparément. la notion d'unité foncière qui est définie, je ne sais plus si c'est dans l'arrêté ou dans la FAQ sur Opéra, et où on va, ces questions-là de site, ça va notamment se trancher en termes de points de livraison de l'énergie. Quand on a un point de livraison de l'énergie commun à plusieurs bâtiments sur un même site, alors là, le seuil de 1000 m² s'applique à tous ces bâtiments qui reçoivent l'énergie par le même point de livraison. Et par contre, si ce n'est pas le cas, il va falloir les dissocier dans le cadre du calcul du seuil de 1000 m². Et la dernière question qui est toujours un peu sur le même thème, est-ce que même site veut dire même parcelle? Alors, encore une fois, c'est plutôt unité foncière qu'on ramène à un point de livraison de l'énergie dans les réponses apportées, en tout cas par le ministère via l'arrêté, via Opéra sur la FAQ. Ok. Eh ben, on va passer donc à Marie de Dartigny du bureau d'études Vivien, qui va nous parler des retours d'expérience de son bureau d'études en marché public et en marché privé. Merci Eric, bonjour à tous. Donc on va commencer. Normalement j'ai pris le contrôle, sauf que ça ne veut pas passer. Moi je vais le faire Marie, parce que ça y a l'air d'avoir des soucis voilà. Super. Donc voilà, donc déjà on va commencer par un patrimoine public, donc une mairie. Nous avons une mission d'accompagnement du décret tertiaire pour cette année 2021, mais notre mission a commencé bien avant. Donc, on a commencé en 2018 à réaliser l'ensemble des audits de leur patrimoine. Donc, il y avait à peu près 70 bâtiments sur cette commune. Ce sont des bâtiments type école, type bureau, des bâtiments sportifs, associatifs. Voilà, on avait vraiment tous les cas de figure. Suite à ces audits, nous avons proposé une mission d'accompagnement au maître d'ouvrage et donc nous avons fait un suivi de management énergétique avec une première réunion en juin 2019 où on a défini les objectifs et le plan d'action. Donc, nous avons défini comme premier plan d'action de faire le suivi de toutes les chaufferies. Donc, on avait une trentaine de chaufferies sur cette commune et de faire le suivi avec l'exploitant main dans la main lors de la première saison de chauffe, donc 2019-2020. Chose que nous avons faite. Donc, c'était vraiment l'objectif de cette première mission, c'était de remettre bien à niveau les chaufferies parce que pour la plupart des chaufferies, aucune régulation n'était mise en place, aucun réduit et les consignes de température étaient très élevées. Donc voilà, la première année, on a réussi à faire 10% d'économie de gaz sur la saison de chauffe quand on a ramené ça au DGU. Année 2020, donc année 2020, c'est une année particulière parce que la moitié de saison de chauffe, il y avait le premier confinement. Donc là, on a géré au plus près toutes les installations avec le mainteneur. Donc il a coupé toutes les chaufferies écoles, par exemple, qui n'avaient plus lieu de chauffer. Et là, nous avons en effet réalisé une économie certaine de moins 20% à moins 50% sur le gaz et l'électricité. Mais cette année 2020 n'est pas réellement à prendre en compte, parce que, étant donné qu'il y a eu plusieurs confinements,
mais ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire. Vous verrez par la suite. Et après, là, en 2021, donc on est en train de préparer avec la mairie des plans d'action et des plans de financement en fait, sur les années futures, en intégrant notamment, dans un premier temps, tous les bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire. Donc, on a par exemple le périmètre école. Donc, il y a 4 grosses écoles qui sont dans ce périmètre. Et nous avons mis en place un programme de travaux avec une rénovation lourde à partir de 2021-2022. Donc, suite aux audits, la mairie a souhaité s'engager sur l'ISO 50001. Nous avons défini un plan de comptage de chaque bâtiment. J'attire l'attention là-dessus. Nous, quand on est arrivé lors des audits en 2017-2018, on ne savait pas quel compteur comptait quel bâtiment. Donc, il y a tout eu un travail de recherche pour retrouver quel compteur comptait les bâtiments, les sous-comptages, etc. Donc, on a vraiment fait un tableau de suivi et un outil en ligne qui s'appelle Oneo pour permettre aux maîtres d'ouvrage de suivre au plus près les consommations de ces bâtiments et surtout de connaître les compteurs associés. On n'avait pas de suivi de consommation mensuel, donc du coup, on a mis en place un relevé mensuel. Nous n'avons bien sûr pas de compteur qui relève automatiquement. Donc, c'est un réseau de référents énergie. Donc, la mairie a mis en place plusieurs référents énergie au sein de ces techniciens et qui relèvent mensuellement l'ensemble des index des bâtiments principaux. Donc, on a pris les bâtiments du périmètre décret tertiaire. Patrimoine public, voilà, de la mairie, c'est ce qu'on a sorti des audits. Voilà, vous avez l'ensemble des compteurs d'eau, des compteurs gaz, des compteurs d'électricité, le patrimoine tel qu'il pouvait se répartir suivant les surfaces, en sachant que voilà, le décret tertiaire, on a quand même beaucoup d'écoles, donc le scolaire, on va le retrouver là. On a aussi des équipements sportifs et tout ce qui est loisirs culture avec des centres, en fait, un centre culturel et associatif qui est assez important dans cette ville. Voilà, on a un patrimoine qui est voilà, classique avec des étiquettes plutôt en C et en D pour la plupart, mais il y a quand même des bâtiments qui se retrouvent en E, F, G. C'est quelle commune, Marie? C'est quelle taille de commune, en fait? Alors, c'est la ville de Biscarrosse dans les Landes. Voilà, en taille, en termes d'habitants, en hiver, ils sont plutôt pas beaucoup et en été, ça explose en fait. Mais voilà, il y a 4 écoles sur cette commune avec une partie donc Biscarrosse-Ville qui est plutôt dans les terres et une partie Biscarrosse-Plage avec vraiment des bâtiments qui sont sur le front de mer. Après, voilà, si on regarde juste le périmètre école, donc ça, on a fait ce travail-là sur l'ensemble des périmètres de cette ville. On a les factures, on a pu remontrer jusqu'en 2014. On n'a pas réussi à retrouver les factures depuis 2010 et il aurait fallu chercher encore dans les archives. Donc là, on a quand même un patrimoine qui est avec les consommations qu'on a depuis 2014. Donc là, c'est les différentes écoles. Vous voyez 200, 202, 205, 207. Voilà, c'est les 4 écoles de la ville. Et voilà, juste à partir de 2018, on va dire 2018-2019, on a mis en place juste un suivi énergétique. On n'a pas fait d'autres travaux majeurs. Et on voit que petit à petit, le ratio diminue sur le groupe par rapport au kilowattheure par mètre carré et au kilowattheure également en DGE. En 2020, donc je l'ai noté à titre indicatif, mais on voit qu'en 2020, en effet, lié au confinement en ayant éteint l'ensemble des chaufferies, on arrive à faire une économie encore plus significative quand on le ramène au DGE. Pour un bâtiment, donc là maintenant on va passer pour un retour d'expérience bâtiment de bureau privé. Donc là c'est un des premiers audits type tertiaire qu'on a fait au bureau d'études Vivien. Donc c'est un bâtiment de bureau classique qui date de 2000 avec 3 niveaux, une surface d'à peu près 3000 m². C'est un bâtiment isolé avec selon la RT 2000. On a déjà une PAC, 2 PAC RO avec des gainables suivant dans les bureaux. On a une ventilation par contre simple flux dans les bureaux, donc ça extrait en fait dans les couloirs et on a des entrées d'air en menuiserie et une ventilation simple flux dans les sanitaires. Donc, du coup, l'idée, c'était de trouver l'année de référence. Donc là, de nouveau, on a réussi à… Donc là, on avait un seul locataire. C'est à préciser, on a de la chance. Sur ce bâtiment, on a un seul locataire. Donc, on a un seul compteur électrique. Et donc, on a pu remonter depuis la prise en main du locataire, 2015. Donc, il a pris en main en juin 2015, d'où l'année 2015 qui est très faible par rapport aux autres. Et donc, l'idée était de prendre l'année la plus consommatrice. Donc, c'était l'année 2018. Donc, vous voyez, on a une année 2018. Et après, par
rapport au C relative, on est venu calculer les objectifs à atteindre. On remarque de nouveau 2020, télétravail, confinement. Donc, cette société a mis en place, par contre, un télétravail quasiment à 100% dès le premier confinement jusqu'en septembre. Et maintenant, sont à peu près à 50% en télétravail tout le temps. Donc, on voit qu'il y a quand même une sacrée économie qui a été faite, en sachant qu'ils ont profité du premier confinement pour supprimer l'ensemble des postes fixes. Donc, il y a à peu près 300 personnes dans le bâtiment. Donc, 300 postes fixes ont été remplacés par des ordinateurs portables qui puissent ramener chez eux en télétravail, et ils se connectent avec 2 écrans lors du retour au bureau. J'aimerais bien passer à la suivante. Voilà. Donc, du coup, voilà, si on regarde en comparaison, donc on a la consommation de référence en 2018 qui est à peu près de 350 000 kWh. Et on voit en 2020, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait 37% d'économie d'énergie juste sur les usages électriques. Parce que pour savoir, en 2018 et même en 2020, les 2 pompes à chaleur n'ont pas de réduit, ni la nuit ni les week-ends. Les températures de consigne sont très élevées, donc 24 degrés en chauffage et plus de 26 degrés en climatisation. Et il n'y a aucun réduit, aucun arrêt des packs pendant le confinement en 2020. Donc, ça a continué de chauffer, climatiser, même si le bâtiment était vide. Mais par contre, ils ont fait ces moins 37% liés à l'éclairage, liés aux ordinateurs et tout ce qui est… voilà, ils ont pas mal de salles de restauration, de bars, tout ça. Donc, tous ces autres usages électriques ont quand même un enjeu important. Pour information, on a aussi pris l'année 2018 et si on la compare à la consommation absolue, donc on devait être en dessous de 100 kWh par mètre carré à peu près. On est à 112 kWh par mètre carré sur ce site, en sachant que c'est 50-50 à peu près pour les autres usages électriques et pour tout ce qui est CVC. La partie CVC, on est déjà en dessous des 50 kWh par mètre carré parce que nous sommes déjà avec une pompe à chaleur RO. Même s'il n'y a pas de réduit et pas de régulation optimale sur l'installation, on a quand même un très bon rendement. Voilà, du coup, j'ai fini. Je regarde les questions. Existe-t-il des logiciels de faisabilité énergétique en lien avec le décret tertiaire? À ma connaissance, non, mais par contre, nous, on a des outils Excel en fait, qui permettent de gérer cette thématique-là et qu'on a créé ou modifié en fait par rapport à ce qu'on avait déjà. Alors, quelle a été la motivation pour ces 2 maîtres d'ouvrage de lancer cette démarche en amont de l'obligation? Alors, pour la mairie de Biscarrosse, c'était réellement un engagement politique en fait, de la ville qui souhaitait connaître déjà son patrimoine en termes d'énergie, donc d'où les audits énergétiques dans un premier temps. Et suite à ça, on a réussi à leur montrer que si nous les accompagnons, nous pouvons arriver à faire un plan d'action et relativement facile, parce que les premières démarches, comme je vous ai dit, c'était remettre en service les régulations dans les chaufferies. Et la deuxième action, c'était enlever les bungalows qu'ils avaient un peu partout sur tout leur site. Parce que voilà, dès qu'ils avaient un besoin, ils rajoutaient un bungalow, etc. Sauf que ils avaient d'autres bâtiments vides par ailleurs qui chauffaient également, etc. Donc en fait, on supprime chaque année des bungalows pour remettre en service les bâtiments existants. Et par contre, pour le maître d'ouvrage privé, donc sa motivation, c'est qu'en fait, la pompe à chaleur a d'énormes défauts et de nombreuses pannes, et donc n'assure plus le confort voulu par les occupants. Et du coup, on a proposé de faire un audit type décret tertiaire pour voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres plans d'action de travaux à intégrer en même temps que nous allons changer la pompe à chaleur. Alors, le décret prévoit-il des dépenses énergétiques indirectes liées au télétravail? C'est une très bonne question parce qu'en effet, par exemple, sur ce bâtiment tertiaire, les consommations ne sont plus présentes sur le site, mais par contre sont présentes chez le personnel, chez eux. Donc ça, pour l'instant, le décret ne le prévoit pas, mais à voir comment on peut faire. Quel émetteur sur la PAC RO du bâtiment du bureau? C'était des gainables en fait. Donc il y avait 5-6 gainables par plateau de bureau par niveau qui viennent souffler dans chaque bureau. Donc en sachant qu'en plus le thermostat est dans les circulations, donc il fait la régulation est très très très
mal mise en fait, et du coup il fait soit trop chaud, soit trop froid dans les bureaux. Donc vous avez en plus des radiateurs électriques qui sont présents dans certains bureaux pour compenser ce manque de chaleur. Voilà, merci beaucoup Marie, merci à Merci. tous pour votre attention. Quelques mots sur les prochains épisodes, puisqu'effectivement, qui dit web série dit plusieurs épisodes. Donc, vous avez assisté au premier. L'épisode 2 est déjà programmé, ce sera le jeudi 8 avril à 11h, comme aujourd'hui. Le thème, ce sera comment mettre autour de la table tous les acteurs, propriétaires, locataires, exploitants et BET, pour s'entendre sur une stratégie commune d'économie d'énergie. On fera intervenir ce jour-là des exploitants, des bureaux d'études, des locataires et aussi des maîtres d'ouvrage. Et à venir, les épisodes suivants, on parlera de l'utilisation d'Opéra, des leviers sur les usages spécifiques. On recherchera comment installer des ENR et des récupérateurs d'énergie grise sur les bâtiments en fonctionnement. Et on aura un épisode aussi sur les connexions et le monitoring pour atteindre les objectifs. Encore un grand merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis rendez-vous à l'épisode 2, donc le 8 avril.